Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va travailler sur l'apprentissage non supervisé. Et dans l'apprentissage non supervisé, on va travailler sur la segmentation. On dit aussi clustering. Et on va étudier l'algorithme K-means. Donc, en une phrase, le machine learning, le deep learning, le data mining moderne, ce sont des techniques permettant d'expliquer le passé et de prédire le futur à l'aide des données. L'idée est de modéliser les données avec des modèles mathématiques et des algorithmes informatiques. Donc, on doit modéliser les données. À l'aide de cette modélisation, on va prédire le futur. Et, bien évidemment, on va essayer de découvrir des informations utiles à partir des données historiques. Bon, dans le slide numéro 5 du cours, vérifiez est-ce que vous avez reçu ce cours depuis lundi. Donc, j'ai fait exprès et j'essaye de mettre vraiment toutes les branches et les sous-disciplines du machine learning, de l'apprentissage automatique et du deep learning, d'apprentissage profond sur le même slide. Donc, apparemment, vous remarquez que tout ce qu'on peut faire avec l'apprentissage automatique, on pourra le faire aussi avec du deep learning. D'accord. Alors, en apprentissage automatique, on trouve l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé, l'apprentissage renforcé. En deep learning, apprentissage profond, on trouve aussi apprentissage supervisé, apprentissage non supervisé, apprentissage renforcé. Il existe en fait ce qu'on appelle apprentissage semi-supervisé. Bon, pour l'instant, cet apprentissage est trop utilisé dans les laboratoires de recherche. Et j'ai remarqué que les gens utilisent cet apprentissage plutôt dans les voitures autonomes, c'est-à-dire sur des choses plutôt liées à l'ingénierie. Sinon, il y a un autre apprentissage qui s'appelle le transfer learning. Transfer learning, c'est-à-dire l'apprentissage par transfert. Et on va utiliser ça normalement l'année prochaine en deep learning. L'idée, c'est que toi, tu vas prendre des modèles entraînés par Google ou bien par Microsoft, car ils ont des cartes graphiques très puissantes, enfin des ressources informatiques très puissantes, et c'est-à-dire ils sont capables d'entraîner leurs modèles avec des milliers de téraoctets de données. D'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend ces modèles déjà entraînés, on les utilise. On appelle ça transfer learning. Bon. Donc, de toute manière, cette année, on va étudier l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé en apprentissage automatique. Maintenant, par rapport à la performance, l'apprentissage profond, le deep learning dépasse de loin le machine learning. Bien sûr, quand il y a beaucoup de données, quand les lots de données sont assez massifs. Après, quand les quantités de données sont faibles, eh ben, ces deux techniques disposent presque de la même performance. Voilà, d'un point de vue général, bien sûr. Alors, en apprentissage non supervisé, on trouve la segmentation, on dit aussi regroupement, clustering, agrégation. On trouve la réduction à des dimensions. L'idée, c'est de prendre de grands fichiers, un fichier de données ayant plusieurs variables, plusieurs dimensions, plusieurs colonnes,
et on va essayer de synthétiser ces fichiers. Et il y a les règles d'association. Nous avons commencé la semaine passée à étudier les règles d'association et nous avons étudié l'algorithme a priori. Normalement, après les règles d'association, on passe au système de recommandation. C'est-à-dire les systèmes de recommandation qui sont capables de te recommander une vidéo sur YouTube. Quand toi, tu te connectes sur YouTube et tu effectues une certaine recherche, après un certain moment, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, tu commences à recevoir des recommandations. Et bien, tout ça est basé sur de l'apprentissage non supervisé. Donc, la dualité apprentissage non supervisé, apprentissage supervisé est intéressante. Il faut vraiment comprendre la différence entre ces deux apprentissages. Donc, on parle d'apprentissage non supervisé ou bien d'analyse descriptive. Attention à ne pas confondre avec la statistique descriptive. Hein. La statistique descriptive, c'est une discipline de la statistique. Attention. Par contre, l'analyse descriptive, c'est un autre nom de l'apprentissage non supervisé. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de variable cible. Attention, il n'y a pas de variable cible. L'apprentissage n'est pas supervisé par la variable cible. Les données, l'application des algorithmes d'apprentissage non supervisé donne des résultats immédiats pour l'interprétation et l'utilisation. À l'aide de cet apprentissage, on cherche à découvrir des informations, des connaissances cachées, hidden structure. On va essayer de chercher d'effectuer des découvertes. Mais les informations se trouvent déjà dans les données. Les informations sont là. Avec l'apprentissage non supervisé, on cherche juste, le but c'est juste de retrouver, de trouver ces données, de collecter ces informations qui sont cachées dans des grands lots de données. Ces informations et connaissances sont déjà présentes, donc on ne cherche pas à prédire. Attention, hein. On n'est pas en apprentissage supervisé. En apprentissage supervisé, on veut prédire. Ici, non. On veut juste découvrir. Donc, on veut réduire, résumer, synthétiser des données massives. Voilà. Par contre, en apprentissage supervisé, qu'on l'appelle aussi analyse prédictive, il existe une variable cible. On peut avoir plusieurs variables cibles. On peut avoir, par exemple, le prix d'un produit, l'avis des clients, l'état des clients, plusieurs variables cibles avec plein de variables explicatives. On essaie de découvrir de nouvelles connaissances à partir de connaissances présentes. On veut mieux expliquer les données, Et cet apprentissage donne des modèles. Du modèle mathématique comme régression linéaire, hein, y égale à x plus b. Quand toi, tu appliques une régression linéaire, eh ben, tu supposes un modèle mathématique. Une droite, y égale à x plus b. Donc, l'apprentissage va te donner un modèle. Quand toi, tu appliques un arbre de décision, tu finis par un modèle qui contient, par exemple, 3 règles de décision. Nous avons vu sur l'exemple Titanic, si le passager est une femme âgée de plus de 37 ans, une femme est âgée de plus de 37 ans et voyage soit dans la première classe ou bien la deuxième classe, alors ce passager va survivre la tragédie de Titanic. C'est une règle de décision. Comment on a fait pour retrouver cette règle? En appliquant un algorithme, arbre de décision, qui est un modèle. Ces modèles sont entraînés sur des données d'entraînement, testés sur des données tests, et permettent après appliquer sur des vraies données. Bien évidemment, à un moment donné, on va mettre ces modèles dans des pipelines. Après, on va finir par exemple, par des données en temps réel. On appelle ça stream. Tu vas mettre tes modèles
Enfin, d'ici la fin d'année, je vais vous montrer toutes ces techniques. Bon, les données, c'est un petit rappel, hein, les données sont structurées sous forme matricielle, des matrices. Donc, la variable cible, c'est une matrice colonne, attention, hein, c'est une matrice colonne. Bien évidemment, s'il y a variable cible, apprentissage supervisé, aujourd'hui, on va travailler sans variable cible. Sans variable cible. Et après, les variables explicatives, les attributs, se présentent sous forme d'une matrice rectangulaire. Petit m, colonne, petit m, colonne, petit n, ligne. Les petites n lignes représentent les observations statistiques, clients, les transactions, ainsi de suite. Et les petits m, colonnes représentent les variables explicatives. Ces variables peuvent être quantitatives ou bien qualitatives. Si les variables sont quantitatives, ces variables peuvent être, enfin, si les variables sont qualitatives, on va les encoder. Donc, on finit par des variables discrètes, des variables discrètes binaires ou ayant plusieurs catégories. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Et on peut aussi avoir des variables explicatives corrélées ou pas. Il faut supprimer les variables corrélées. Bien évidemment, afin d'améliorer la performance de tes algorithmes. Autre chose, ces variables peuvent contenir de l'information ou pas. Une clé primaire ne contient pas de l'information. Car après, quand tu vas tracer ce histogramme, tu vas trouver une loi uniforme continue, pas d'information, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va passer à la segmentation. La segmentation regroupe les techniques d'apprentissage non supervisées, ayant pour but de diviser les données en plusieurs sous-ensembles homogènes. Ces sous-ensembles homogènes, on parle aussi de groupes, on dit clusters, contiennent des individus ayant des caractéristiques communes. On ne va pas regrouper des clients différents. On veut regrouper qui ont un grand salaire et des grandes dépenses. Puis, on va finir par notre groupe pour des clients qui ont un petit salaire et des petites dépenses. D'accord? Question, comment on effectue ce regroupement? On se base sur la similarité. La similarité. Comment on mesure la similarité? À l'aide d'une distance. Mais vraiment, c'est une distance. C'est-à-dire, on va mesurer une distance dans l'espace de phase. La distance la plus faible, ou bien vous l'avez étudié quand vous étiez au lycée. C'est la distance euclidienne. C'est quoi la distance entre A et B? C'est racine carré de xa moins xb au carré plus ya moins yb au carré. Bien évidemment, il n'existe pas que la distance euclidienne. On trouve d'autres distances. Attention. Application de la segmentation. La segmentation s'applique en retail business. On va voir ça aujourd'hui. En e-commerce, en assurance, dans le secteur bancaire, en médecine. Voilà, dans le slide numéro 9. J'explique mieux l'utilité de la segmentation. Donc, en biologie, en zoologie, éthologie, sciences humaines, en psychologie aussi, en médecine. Bon, je vais commencer par les domaines qui ne vous intéressent pas directement. Donc, en médecine, avec la segmentation, on peut déterminer des segments de patients susceptibles d'être soumis à des protocoles thérapeutiques. Déterminer chaque segment regroupant tous les patients réagissant identiquement. Donc, toi, tu prends un ensemble de patients, d'accord? Des échantillons. J'aime pas dire échantillons sur des personnes, mais bon. Tu prends des individus, et puis tu vas appliquer un médicament. Et puis, tu vas regrouper ces patients selon leur réaction par rapport à ce médicament. OK? Ou bien, tu prends un ensemble de patients, ou bien d'individus, et tu vas leur poser des questions, des questionnaires, plein de questions. Ça, c'est en psychologie ou en psychiatrie. Et à l'aide de ces questions, à l'aide de leurs réponses, eh ben, tu vas, bien sûr, ils vont dire très bien, je suis très content, je ne suis pas du tout content.
Je suis moyennement content. Donc, tu vas encoder, hein. 1, 2, 3, 4. Tu finis par des données. Et puis, tu vas regrouper. En zoologie, en biologie, zoologie, sciences humaines, on essaie d'expliquer les relations entre espèces, races, genres, familles, et retrouver de nouvelles répartitions. Bon, allez, maintenant je passe vraiment à 3 applications hyper importantes en banque, assurance, en profiling, puis en retail business. Donc, concentrez-vous maintenant, car ça vous concerne vraiment. Donc, dans le secteur bancaire, je regarde, il n'y a pas de questions. OK. Pas de questions pour le moment. Alors, donc, dans le secteur bancaire et en assurance, le but est de catégoriser la clientèle. Donc, on veut chercher un profil qui représente les membres de chaque groupe. Toi, tu disposes de beaucoup de clients, 1000 clients, 100 000 clients, 300 000 clients. Tu veux cibler tes clients à l'aide d'une campagne publicitaire ou bien à l'aide d'un programme de fidélisation, ou bien tout simplement tu veux comprendre tes clients afin de développer des nouveaux produits. On fait ça dans l'entreprise. On essaie de développer de nouveaux produits. Donc, tu prends les données de tes clients et tu vas aller les analyser, tu vas analyser ces données, tu appliques les algorithmes de segmentation, K-means, CAH, classification ascendante hiérarchique, clustering agglomérative, tic-tac, 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 des biscales, plein d'algorithmes de segmentation. Tu vas obtenir des groupes de clients. Tu vas chercher l'individu moyen de ce groupe, c'est-à-dire le centre de gravité. Soit tu prends le centre de gravité de chaque groupe, ou bien tu prends l'individu le plus proche du centre de gravité. Eh bien, ça va te donner une idée sur le profil type de ce groupe. Tu vas dire, tiens, imaginons le centre marché qui se trouve juste à côté de nous, là, Giant. Imagine, tu analyses les données de ce supermarché, tu trouves 3 groupes de clientèle. Les clients qui habitent, par exemple, Manza, Nasr, Manar, d'accord? Et puis les clients qui habitent, par exemple, Hayt Tadhaman, Intileqa, Hab Khaldoun, par exemple, Hayt Tahrir Bard, je ne sais pas moi, Nil, n'importe quoi. Et puis les clients qui habitent Ariana Sagra, par exemple, Rawed, et ainsi de suite. Donc on trouve 3 groupes de clients. Après, on va essayer de cibler ces groupes. Il est très important, hein, la segmentation. De toute manière, quand on prend des données brutes, après le BI, on commence toujours par l'apprentissage non supervisé et on commence par la segmentation. On commence bien sûr par la réduction de la dimensionnalité, mais on fait aussi la segmentation. Puis, on passe à l'apprentissage supervisé. Donc, on veut aussi regrouper les clients selon des critères et caractéristiques communs afin de, par exemple, cibler les mailings. Okay? N'oubliez pas, une campagne publicitaire ciblée et personnalisée possède une grande probabilité de réussir. Maintenant, nous avons une application hyper importante de la segmentation qui s'appelle Profiling, où on essaie d'analyser les sentiments soit d'utilisateurs d'un site web ou bien des clients. C'est-à-dire, toi, quand tu vas aller sur les réseaux sociaux, tu vas laisser des commentaires, tu vas écrire des commentaires, tu vas cliquer like, j'adore, tu vas mettre des cœurs, tu vas mettre des emojis. Eh bien, on va essayer d'analyser tes traces sur les réseaux sociaux, ou bien tes commentaires et tes recommandations sur des sites comme TripAdvisor, ou bien Airbnb, je pense, un site de partage, hein, en hôtellerie. Il n'y a plus d'hôtellerie maintenant. Et après, on va effectuer une analyse textuelle du text mining. Nous avons fait 2 fois, hein, de text mining. Rappelez-vous. Hein. C'est-à-dire, nous avons analysé des données dans les recommandations des clients d'un restaurant. Et puis, nous avons analysé aussi les paniers dans un supermarché. Eh bien, on finit par avoir un profiling. Je passe maintenant, en fait, en retail business.
retail business, on dit aussi vente en détail. Ben, c'est intéressant, car n'oubliez pas, vous êtes des business analystes et peut-être vous allez appliquer, vous allez travailler dans des entreprises qui s'activent ou bien qui travaillent en retail business. Donc, l'objectif principal en retail business est de mieux comprendre les clients d'une entreprise, leurs attributs et leurs comportements. On trouve plusieurs techniques de l'apprentissage non supervisé, le cross-selling ou bien la vente croisée, le RFM model for Customer Value, donc on détermine la récence, la fréquence, le montant, et l'utilisation des règles d'association. Enfin, je ne veux pas vraiment revenir aux règles d'association utilisées pour analyser le panier du marché. Market Basket Analysis, on a fait ça la semaine passée. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire vente croisée? C'est la capacité de vendre davantage de produits à un client en analysant les tendances d'achat de ce dernier, ainsi que les tendances et les habitudes d'achat générales qui correspondent à ces habitudes d'achat. Voilà. Bien évidemment, je vous pose une question. Comment tu fais pour récupérer les données de ce client? Bon, je vais répondre à la question dans quelques minutes. Réfléchissez. On trouve aussi le RFM Model for Customer Value. Il s'agit d'une méthode en marketing et en segmentation qui permet de prédire, j'ai oublié le mot, enfin le verbe prédire, de prédire la valeur et le potentiel du client. On prend alors les transactions effectuées par le client et on calcule 3 variables. La récence, la fréquence et le montant. On s'intéresse aux dépenses, enfin, à l'argent laissé par le client dans notre entreprise, dans notre, par exemple, supermarché. On s'intéresse aussi à la fréquence d'utilisation du service, ou bien à la fréquence d'achat. Et la récence, c'est la date, c'est-à-dire est-ce que ces achats datent d'hier, datent de 3 jours, datent d'une minute, d'une heure, ou bien d'un mois. Bon. Maintenant, la segmentation des clients en retail business est une pratique issue du marketing et qui consiste à diviser l'ensemble des clients d'une entreprise en groupes d'individus similaires. La segmentation est basée sur les similarités de comportements détectés par les algorithmes. Les critères les plus couramment utilisés par les entreprises pour segmenter leur clientèle sont les informations démographiques, telles que le sexe, l'âge, la situation familiale, matrimoniale, le revenu, l'éducation et la profession. Les informations géographiques, d'accord? Donc, ces informations diffèrent entre la taille de l'entreprise. S'il s'agit d'une petite ou moyenne entreprise, PME, cette entreprise peut fonctionner, peut s'activer, par exemple, dans une région, en Tunisie, hein, dans un gouvernorat, dans une région bien déterminée. S'il s'agit d'une très grande entreprise, donc les informations géographiques peuvent aller contenir des pays. On peut finir par 3, 4 pays. On peut aussi finir par la carte du monde. Hein. Il y a aussi des informations psychographiques, telles que la classe sociale, le style de vie et les traits de personnalité. Toujours essayer de réfléchir à ma question. Comment on fait pour récupérer ces informations? Hein? Le but, quand même, c'est de récupérer ces informations. Car sinon, on n'obtient pas ces données. Eh ben, on ne peut pas effectuer nos analyses. Et ça, c'est un problème en machine learning. N'oubliez pas, notre business est basé sur des données. Si on a des données, enfin, n'oubliez pas le paradigme. If you have data, we are in business. If you don't have data, we are out of business. Les données comportementales telles que les habitudes de dépenses, de consommation, l'utilisation de produits, enfin de services, et les avantages souhaités. Bon, avant de passer maintenant vraiment à l'algorithme Camille, laissez-moi vous montrer un projet fin d'études que j'ai encadré l'année passée. J'ai encadré un étudiant, enfin j'ai encadré Rassen Med sur la conception et la réalisation d'une solution BI, intégration, analyse, reporting et prédiction des systèmes vente et finance. D'accord? Donc,
qu'est-ce qu'on a fait avec Racine? Racine, disons, pendant son stage, il a travaillé sur un projet end-to-end. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire end-to-end? Il a commencé à partir, voilà, il a commencé en fait à partir d'un système ERP. Voilà, maintenant je réponds à la question, à ma question de tout à l'heure. C'était quoi ma question? Comment on fait pour récupérer toutes ces informations? Sexe, âge, situation familiale, situation matrimoniale, revenu, éducation, profession. En fait, quand toi, imagine, toi, tu fais du retail business. Par exemple, chez Carrefour, chez Auchan, chez Marché U en France, ou bien en Tunisie, chez Carrefour, chez Géant, chez Magasin Général. Tu vas proposer à ton client une carte de fidélité. D'accord? À l'instant où tu donnes la carte de fidélité à ton client, tu vas lui demander de remplir un document. Et bien, à partir de ce document, il va renseigner son sexe, mais bon, après, parfois, à partir du nom, à partir du prénom du client, on peut savoir est-ce qu'il s'agit d'une femme ou bien il s'agit d'un homme. D'accord? Il va renseigner son âge, il va renseigner sa situation familiale. Lui, il a intérêt de renseigner ces informations correctes. Pourquoi? Car une carte de fidélité va lui générer des points et des bonus, des points, donc des bons de réduction. Et toi, comme business analyst, tu vas récupérer ces données pour mieux comprendre le comportement de ce client, pour le regrouper dans un groupe, faire son profiling et donc lui envoyer des offres personnalisées. Et plus l'offre est personnalisée, plus le client est convaincu de ton offre. Donc, il va acheter. Donc, ton chiffre d'affaires va augmenter. Et croyez-moi, dès que l'apprentissage automatique s'intègre dans une entreprise, les chiffres d'affaires ne cessent d'augmenter. Enfin, j'ai assisté autrefois à une présentation d'un consultant qui bossait, qui travaillait chez L'Oréal. Il a dit que quand ils ont appliqué les techniques de machine learning, leur chiffre d'affaires a augmenté de 7%. Alors, bien évidemment. Donc, je reviens au PFE de Racine. Donc, on a commencé avec Racine à partir du ERP. ERP. Ici, je vous montre l'ERP CGX3. C'est-à-dire, l'ERP, c'est pour Enterprise Resources Planification, bien planifié. Donc, dans l'ERP, par rapport au logiciel ERP, on trouve le logiciel connu Sage avec sa version SageX3. Il y a aussi le logiciel SAP HANA. SAP HANA, c'est l'éditeur logiciel, c'est un éditeur allemand, SAP. On trouve aussi un logiciel Microsoft. Ce sont des logiciels qui permettent de gérer les données d'une entreprise. Maintenant, afin de gérer des données clientèle, on utilise un CRM, Customer Relationship Management. Et le meilleur CRM utilisé maintenant sur le marché mondial, c'est Salesforce. Salesforce. Bien évidemment, Microsoft possède son propre CRM. Donc, à partir d'un ERP, en l'occurrence, ici, CGX3, ou bien à partir d'un CRM, tu vas obtenir une base de données. Dans la base de données, tu vas, dans cette base, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver plein de tables, comme ici, plein de tables, regardez. Vraiment, avec une architecture très compliquée. Est-ce que vous êtes en train de voir l'architecture là? Nous avons en tête des vies, clients, business partner, nous avons des documents, nous avons des articles ici, articles clients, sociétés, tables diverses. En fait, plein de données. Racine a travaillé sur 12 gigas de données.
Bon, l'année passée, j'ai travaillé aussi avec Chérif, qui a analysé des données KPMG Tunisie. Il a analysé 40 gigas de données, 40 gigas. Pour un client, c'est une entreprise pharmaceutique. Donc, il a passé, mon étudiant a passé 2 mois afin vraiment de comprendre la structure des données qui se trouvent dans le ERP, dans CGX3. Juste 2 mois afin de comprendre la structure. Une fois on a compris vraiment la structure des données dans le logiciel CGX3, c'est-à-dire, toi, à notre jour, si les rôles ne sont pas bien définis dans l'entreprise, eh ben, c'est à toi de comprendre le fonctionnement du logiciel CGX3, ou bien de comprendre le fonctionnement du logiciel SAP HANA, ou bien de comprendre le logiciel Salesforce. D'accord? Une fois je comprends les données dans le logiciel ERP ou bien CRM, eh ben, on passe au BI, au Business Intelligence. Qu'est-ce qu'on fait en Business Intelligence? En fait, on va intégrer nos données avec le fameux process extract, transform, load. Extraire, transformer, charger. Alors, on obtient un data warehouse ou bien un data lake selon est-ce que toi, tu vas, ou bien un data mart, est-ce que toi, tu vas appliquer la méthodologie Bill Hillman ou bien Ralph Campbell. Là, je vous montre la table de fait. D'accord? Donc, au milieu, c'est une table vente, article, qui dit vente, qui dit quoi? Article, facture, devis et client, représentant. Puis, donc, Racine, il a intégré ces données, il a utilisé SSIS, le fameux logiciel de Microsoft. Après, pour Chérif, puisqu'il a bossé avec 40 gigas, il était obligé d'avoir une licence de SSIS. Bon, Racine, 2 gigas, à partir de ce 2 gigas, on sort 1 giga, donc pas besoin vraiment d'une licence. Après l'UTL, qu'est-ce qu'on fait après l'UTL? On passe au reporting et au dashboarding. Donc, là, je vous montre un dashboard contenant 3 pages. Donc, quand je vous montre ici cette carte, France, Royaume-Uni, Espagne et Italie, eh bien, il ne s'agit pas d'une PME, petite et moyenne entreprise. Eh bien, c'est une grande entreprise, puisqu'elle est localisée dans plusieurs pays en Europe. Et on trouve ici, par exemple, la quantité par représentant, la quantité par pays, le chiffre d'affaires, on divise par article, d'accord? Le chiffre d'affaires aussi par pays. On trouve des diagrammes camembert, des cartes dynamiques, ok? Il a utilisé une autre technologie Microsoft, il a utilisé Power BI. Je pense que vous connaissez Power BI. De manière, vous aurez un cours détaillé l'année prochaine sur Power BI. Voilà. Bon, malheureusement, le BI s'arrête au niveau d'une analyse descriptive. C'est une analyse qualitative. Le BI, avec un dashboard ou bien un rapport, tu obtiens uniquement le chiffre d'affaires par pays. Par exemple, ici, 14,02 millions d'euros. Tu obtiens la quantité par représentant. Mais tu peux pas vraiment prédire. Apprentissage supervisé. Et tu peux pas découvrir les informations cachées. Est-ce qu'on peut déterminer les groupes de nos clients à partir avec les techniques du BI? Bien sûr que non. Nous étions donc obligés de sortir des fichiers plats, c'est-à-dire à l'issue de notre ETL à partir de notre data warehouse. On a fabriqué des fichiers plats. Je vous montre en fait ces fichiers plats. Et nous avons passé à une analyse descriptive. Voilà, donc voilà le fichier plat. C'est un fichier. Bon, ici, nous avons fait une transposée, hein, c'est-à-dire donc les variables se trouvent sur les lignes, car il y a plein de variables.
Nous avons un échantillon des clients sur les lignes. Là, sur les colonnes, il y a un échantillon des clients. Donc ici, il y a 137 clients. Et les variables se trouvent à gauche. C'est clair? Donc on trouve adresse, on trouve représentant client, on trouve nom client, et ainsi de suite. OK? Paris, Lyon, en fait, et le monde informatique. Enfin, là, forcément, c'est Espagne. Voilà. Puis, nous avons appliqué un algorithme de segmentation. Donc, Camins, regardez. Donc, nous avons trouvé trois groupes de clients. Enfin, après, par rapport à l'interprétation, nous avons dit qu'il existe 3 pays, hein, France, Royaume-Uni et Espagne. Donc, les 3 groupes de ces clients représentent tout simplement les pays. Bien évidemment, vous allez me dire, pourquoi on fixe K est égal à 3? Bien évidemment, il n'y a pas vraiment une méthode mathématique qui va nous fixer la valeur de K. C'est clair? Et ça, c'est un vrai problème avec l'algorithme Camins. Donc, l'idée, c'est d'appliquer d'autres techniques. Nous avons appliqué l'algorithme CH, et je vous montre le dendrogramme. Et quand vous voyez ça, ce dendrogramme, d'après vous, il y a combien de groupes ici? Dites-moi. Avec Camins, nous avons trouvé 3 groupes. Nous avons voulu vérifier avec... 3. 4. Pourquoi 4? Pourquoi 3? Qui dit 3? Youssef. 3. Youssef. Pourquoi 3, Youssef? الجروب مع يعني الزرق هذوك مسيو جروب وبتقسموا في 2 جروب اخرين 3. Mais Youssef, attention, ce trait-là, eh ben, il existe en fait, afin de mettre ce trait ici, il existe une technique. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Nous avons tracé le dendrogramme, et puis nous avons choisi la plus grande distance. Regarde ici, la plus grande distance. Donc on voit que la plus grande distance avant coupure se trouve ici. Et puis, boum, je coupe ici. Donc quand je coupe ici, je finis par 3 groupes. Ce groupe vert, ce groupe et ce groupe. En fait, c'est un vrai problème. Le choix du nombre de groupes, c'est un vrai problème. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. De toute manière, avec Camins, nous avons trouvé ça. Avec CH, nous avons trouvé ça. Puis, nous avons appliqué un algorithme qui s'appelle segmentation agglomérative. C'est un autre CH, mais avec une autre implémentation, avec scikit-learn. Bon, là, je vous montre la méthode Elbow, hein, la méthode de coude. Bon, on trouve qu'il existe une cassure au niveau de 3. Bon, si je vous zoome, regardez, il existe une cassure au niveau de 3, mais vous allez me dire, mais il existe une autre cassure au niveau de 6. Enfin, vous avez raison, hein. Si quelqu'un parmi vous va me dire, tiens, il existe une autre cassure au niveau de 6, eh bien, je le crois aussi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On choisit 3, 4, 5, 6. Vous voyez, hein, c'est compliqué. Le choix du groupe, le choix du nombre de groupes est primordial dans un algorithme Camins, mais, enfin, dans les algorithmes de segmentation, mais il n'est pas facile. Puis, on était obligé d'aller valider la segmentation avec ce qu'on appelle l'indice de silhouette. Donc là, avec 2 groupes, on trouve ces silhouettes. Avec 3 groupes, on trouve ces silhouettes, d'accord? Avec 4 groupes. Donc déjà, à partir de 4 groupes, on commence à avoir des points aberrants, c'est-à-dire des points ayant un indice de silhouette négative, donc considérés comme des points mal regroupés. Ça veut dire que c'est pas bon. C'est pas bon. Mais ça reste quand même empirique, hein. Enfin, la segmentation est trop compliquée. Voilà. Donc, bon, je vais arrêter ici avec l'exemple et je reviens vers vous, hein, avant de passer vraiment à l'algorithme de Camins. Et là, j'ai une question. Est-ce que vous avez, est-ce que c'est clair maintenant? Est-ce que l'application d'un algorithme de segmentation est claire?
Voilà, dans vos têtes maintenant. Est-ce que c'est clair ou pas? Oui, monsieur. لا سؤال. Donc, par Oui, exemple, يعمل كما الرابور اللي وريتونا oui, يعمل الاناليز ديسكريبتيف نتاعو. اما oui. باغ اكزومبل باش تعمل ماشين ليرنينغ شنو هي مثلا لي دوني كاشي باش يطلعهم باغ اكزومبل. Les données cachées هما le nombre de groupes. تشوف وقت اللي شوف خلينا نفسر حاجه. غسان quand il a commencé يعني son stage عطاوه 12 gigas de données. Chérif, quand il a commencé son stage. Bien évidemment, alors, il faut travailler dans des entreprises qui ont des traditions en BI. Après, il faut faire attention. Hein. Si tu choisis de travailler dans une entreprise qui n'a pas des traditions en BI, en sciences de données, eh ben, tu vas trouver beaucoup de difficultés. Les gens ne savent pas, les gens ne comprennent pas les méthodologies BI et sciences de données, machine learning, deep learning. Donc, ils vont te demander de récupérer des données. Donc, toi, tu vas aller sur Kaggle. Voilà, bon, c'est pas bien. Mais Chérif, en fait, l'entreprise lui a donné dès le début un fichier 40 gigas de données. Bien sûr, à analyser dans l'entreprise. Hein. Il a signé une convention de confidentialité. Racine aussi, c'est-à-dire dans son entreprise. On te donne 2 gigas. Bien sûr, ce 2 gigas de données, ou bien ce 40 gigas de données, c'est un seul fichier. Hein. On te donne juste un seul fichier. Et avec le fichier, on te donne un plan qui explique ces données. Eh bien, ce fichier de 2 gigas, ou bien ce fichier de 40 gigas, vient d'où, d'après toi? Ces 2 fichiers viennent d'un logiciel, soit CRM, soit ERP. C'est un backup. Toi, tu vas ouvrir ces données avec Talend, avec Pentaho, avec SSIS. Enfin, je ne sais pas, vous maîtrisez quoi? Vous maîtrisez quoi comme logiciel parmi ces 3? Talend, SSIS ou bien Pentaho? Talend. Ok. Ben, tu vas ouvrir ces données et tu commences vraiment à fouiller. Déjà à comprendre la table client est liée à quelle table? À la table DV, qui est liée à la table facture. C'est un processus lent. Tu commences ton intégration des données ETL. Tu finis par un data warehouse. Le data warehouse te permet après de nourrir Power BI ou bien ClickView ou bien Tableau ou bien SSRS. Enfin, c'est-à-dire que tu fais du dashboarding ou bien tu fais du reporting. Jusqu'à maintenant, et là je réponds à ta question, Céline. Oui, monsieur. Je réponds à ta question. Jusqu'à maintenant, est-ce que avec un dashboard, on peut trouver, par exemple, des règles d'association? Enfin, tu peux pas. Est-ce qu'avec un dashboard, tu peux trouver des groupes, tu peux regrouper tes clients? Tu peux pas. Enfin, le processus ou bien le process BI ne permet pas de faire ça. Ne te permet pas de faire ça. À cet égard, tu es vraiment obligé de, à partir du data warehouse, de sortir des fichiers plats. D'accord? Et tu passes ces fichiers plats sur les algorithmes de l'apprentissage non supervisé et de l'apprentissage supervisé. Et puis, tu peux finalement prendre tous ces résultats et les mettre sur un dashboard. Enfin, développer avec Python ou bien développer même avec Power BI. Hein. C'est-à-dire, Power BI permet aussi d'interpréter des commandes Python ou bien des commandes R. Ça c'est une nouvelle fonctionnalité dans Power BI. Ou elle, toi, tu peux faire tout ça avec Python. Voilà, tu peux faire tout ça avec Python. Bon, Ahmed Abidi, ça va, tu comprends, Ahmed? C'est bon? Enfin, toi, tu as bossé sur ça. Oui, c'est bon. C'est clair. De toute manière, tu as fait ta licence sur ça. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK. Monsieur. Oui. ليه جوست نجموا الرابور نتاع غسان يعني اللي تبعثوا لنا. Bien sûr, t'en as passé comme pendant la pause, t'en as passé comme rapport au Tarasé. Merci beaucoup. مرحبا. Allez, on va commencer par l'algorithme de Camille en 1 minute. Enfin, on commence par un nuage de points.
Imaginez avec moi, l'axe des X ici représente les salaires des clients. L'axe des Y représente les dépenses des clients. Donc, quand tu regardes ici, tu distingues combien de groupes? Donc, tu regardes deux groupes, Deux. c'est clair. Deux. Deux groupes. Encore une autre fois, il faut regarder les données. Il faut regarder les données. Et en fait, une fois on arrive à regarder les données, on peut après déterminer le nombre de groupes à l'œil nu. Hein. C'est une technique empirique, à l'œil nu. Donc là, on va fixer K est égal à 2. B. Nous avons fixé K égale à 2. Boum, on va générer 2 points. Désormais, je vais appeler ces 2 points centre de gravité, centroïde. Un point rouge et un point bleu. On va générer ces deux centroïdes aléatoirement, n'importe où. Attention, là, je suis en train d'initialiser l'algorithme Camille. Petit 1, je regarde les données. Puis, je choisis le nombre de groupes. A priori, K est égal à 2. Puis, je génère K centroïde. En l'occurrence, K égale à 2. Aléatoirement. Maintenant, je fais quoi? Je commence à calculer deux distances par point, deux distances. Par exemple, je prends ce point vert. Je calcule la distance entre ce point vert et ce centroïde rouge. Ce point vert et ce centroïde bleu. Eh bien, on remarque que la distance entre vert et bleu est plus faible qu'entre vert et rouge. Boum, j'affecte le point vert au centroïde bleu. Bien évidemment, je fais ça sur tous les points. On remarque que les deux centroïdes ne coïncident pas avec les vrais centres de gravité des points rouges et des points bleus. Donc, je déplace mes centres de gravité. Maintenant, on va réaffecter les points. Ce point rouge, par exemple, sa distance avec le centre bleu est plus faible que sa distance avec le centre rouge. Donc, je dois calculer deux distances sur ce point. Après, je veux boucler sur tous les points. Je réaffecte ce point rouge, qui c'était rouge, au centre bleu. Maintenant, il est devenu bleu. Maintenant, je déplace les centres de gravité. Regardez, les centres de gravité bleu et rouge ne se trouvent pas vraiment au milieu des groupes. Regardez, maintenant, je déplace. Maintenant, je fais quoi? Je réaffecte et je déplace. Je réaffecte, je déplace. À quel instant s'arrête l'algorithme Camille? Quand les centres de gravité ne bougent plus. Ou bien quand, donc c'est-à-dire les centres de gravité sont stabilisés. Ou bien quand on dépasse un certain nombre d'itérations. Ou bien quand l'inertie totale, c'est une grandeur mathématique, reste constante. Donc, je vous donne directement le principe algorithmique de l'algorithme Camille. Alors, tout d'abord, on choisit K a priori. Et c'est un inconvénient majeur de cet algorithme. Puis, on choisit K centre de groupe aléatoirement. Puis, on va répéter. Affectation des points plus proches centre, recalcul du centre de chaque groupe. C'est-à-dire réaffectation, déplacement, réaffectation des points des clients au groupe, et puis déplacement des centres de gravité. Et l'algorithme s'arrête quand les centres se stabilisent, ne bougent plus, le nombre d'itérations, on ne dépasse pas un nombre d'itérations fixé a priori, 300 par exemple, afin d'éviter les boucles infinies, et ou bien il y a stabilisation de l'inertie totale de la population. Je vous donne un autre exemple, puis je vais vous laisser partir en pause. Alors, regardez là, il y a quand tu regardes ici, ben, tu vas me dire, à l'œil nu, il existe 3 groupes. Il existe une structure, il existe, pardon, 3 microstructures, 3 groupes. Bam, on fixe K égale à 3, puis on va générer 3 centres, bleu, rouge, vert, aléatoirement. Maintenant, je prends un point, je calcule sa distance avec le bleu, rouge, vert. On remarque que tous les points sont plus proches du centre bleu. Donc, tous les points appartiennent pour l'instant au groupe bleu. Je fais quoi maintenant? Je déplace le centre de gravité bleu. Maintenant, je réaffecte les points.
Donc, il y a apparition des points rouges. Maintenant, je déplace au centre de gravité. Maintenant, je réaffecte les points. C'est-à-dire, je prends un point, je calcule 3 distances, bleu, rouge, vert, et j'affecte le point au centre le plus proche. On remarque déjà l'existence d'un point vert. Je déplace les centres de gravité. Slide 26. Figurez-vous, un centre de gravité, oui, peut coïncider avec une observation. C'est-à-dire là, le centre de gravité coïncide avec un vrai client. Je réaffecte les points. Je déplace les centres de gravité. Je réaffecte les points. Je déplace les centres de gravité. Je réaffecte les points. Je déplace les centres de gravité. Et puis à un moment donné, c'est-à-dire à partir du slide numéro 30, les centres de gravité se stabilisent. Je pense que c'est clair pour vous. Alors, on arrête l'algorithme. Voilà. Tiens, nous avons 3 groupes. Voilà comment on fonctionne. Bien évidemment, une fois que tu détermines les 3 groupes, tu passes à la caractérisation. Qu'est-ce que ça veut dire, caractérisation? Tu vas dire, tiens, regarde, sur l'axe des X, si X dépasse 0,5, regarde, si X dépasse 0,5, eh bien, je suis dans la moitié droite du plan. Si X maintenant dépasse 0,4, bon, c'est un peu flou, hein. Pardon, 0,5. Je suis dans la moitié haute du plan. Donc, le groupe bleu, comment tu fais pour caractériser le groupe bleu de tes clients? Ou bien tes clients bleus? X, salaire supérieur à 0,5, Y, ou bien X2, dépenses supérieures à 0,5. Voilà. Après, bien évidemment, c'est bon, là tu as compris qu'il existe 3 groupes. Eh bien, tu as amélioré la compréhension de tes données, tu as amélioré ta compréhension des données. Après, tu vas envoyer ça au marketing ou bien, puisque toi tu es business analyst, donc tu commences à mieux cibler ses clients. Bon, avant la pause, est-ce que c'est clair déjà? C'est bon, c'est clair? Oui, monsieur. Mais après la pause, en fait, on va analyser des données issues de l'industrie alimentaire. Allez, prenez une pause, on reprendra après.